Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. C'est Cyrus et on se retrouve pour le 57e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique de la semaine. Et pour parler de ce qui s'est passé globalement depuis la semaine dernière, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Alexis, Bonsoir. Jeff Bonsoir à tout le monde. et Camille. Salut tout le monde. L'actualité footballistique de la semaine, globalement, c'est la fin de l'Euro, la fin de la Copa et, alléluia, l'attribution définitive des droits TV pour la Ligue 1 pour les 5 prochaines années, même si c'est un peu plus détaillé que cela. Donc la première question, enfin le premier élément est la fin de l'Euro, demi et finale. Que pensez-vous de ces demi-finales et finales? Êtes-vous satisfait de ce qui a été proposé? Satisfait du gagnant? Voilà, globalement. Je vais commencer parce qu'il me manque un match. J'ai pas vu la demi-finale qui ne concernait pas l'équipe de France, n'ayant pas été à la maison. La demi-finale, la France-Espagne, j'y ai cru. J'y ai cru sur le début de match. J'y ai cru sur l'envie. J'y ai cru sur le but de Colomboigny. Et on s'est vite fait éteindre. J'y ai cru en fait pendant les 20 minutes où on était devant, où il y avait 0-0. Et à partir du moment où Yamal a marqué, j'ai fait bon. Et quel but de Yamal. Franchement, extraordinaire, mérifique, ce but. Je me suis dit, bon, s'ils font des trucs comme ça, c'est même pas la peine, quoi. Vas-y, mettez le début. J'ai fait de toute façon là, le deuxième but va tomber, et puis c'est bon, on rentre à la maison. Et le deuxième but est tombé 4 minutes plus tard, par Olmo, qui est vraiment un des joueurs clutch quand même de 7 euros. Le meneur de jeu de la quiche. Et ouais. Les Français ont eu quelques occasions, quoi, hein, sur cette demi-finale, mais l'Espagne était largement devant les Bleus, quoi. Même pas forcément au niveau des stats, quoi, mais ils ont tout simplement été plus présents. Quand on regarde, ne serait-ce qu'au niveau des passes, ils ont fait plus de 150 passes de plus, quoi, sur l'ensemble du match. Ça veut dire 75 passes de plus par mi-temps. Et 150 passes, ça fait quoi? Ça fait une dizaine de ballons touchés plus par joueur. Donc, franchement, ouais. L'Espagne était juste plus forte. L'Espagne était juste plus forte que l'équipe de France. Je pense que si les Français s'étaient un petit peu plus remis au milieu de terrain, ça aurait marché, quoi. Mais bon, tant que Deschamps s'obstinera à aligner son chouchou à bouclette, ça sera très compliqué quand même. Petite déception pour Kanté qui n'a pas été bon. C'est le premier match en fait depuis son retour où je l'ai pas trouvé bon, N'Golo. Il m'a fait un petit peu penser, je me demandais s'il était pas malade. Il m'a fait un peu penser à la finale où il était malade. Donc je me suis dit bon peut-être de nouveau malade N'Golo, mais pas génial. Et forcément tu joues à 3, donc si t'as Rabiot qui fait un match même pas discutable, quoi, c'est pas un bon match, et Kanté qui est en méforme, c'est pas le pauvre Aurélien Tchouameni qui va carrer le milieu à lui tout seul. En défense, on a été correct. Devant Mbappé, M raté, Euro raté. C'est Kylian Euro raté. Ouais. Il y a un mec qui m'a impressionné du côté de l'Espagne, mais pas forcément juste sur cette demi-finale, sur la demi-finale, sur la finale, sur tout le tournoi.
c'est Cucurella. C'est pas Cucurella, c'est court par là, celui-là. Il n'arrête jamais de courir, le mec là, Cucurella, là. C'est une catastrophe, enfin. C'est une magnifique catastrophe, c'est une magnifique découverte, ce garçon-là. Franchement, j'en avais entendu parler vite fait à Brighton, quoi. Mais autrement, à part Brighton, j'en avais pas entendu parler de ce gus-là. Et franchement, bravo, quoi. Après, Fabien Ruiz, c'est pas possible. Fabien Ruiz, là, ce qu'on a vu sur ce tournoi, c'est son cousin qui joue au PSG. Rassurez-moi, les mecs. Parce que c'est pas nous-mêmes, là. Là, j'ai retrouvé le Fabien Ruiz de Naples, hein. Attention. C'est. Voilà. Et Yamal. Le gamin, il a même pas encore le droit de voter. Il a 17 ans. À 17 ans, un jour, là, il a déjà fini la moitié du game. Et bon, Morata en tant que capitaine. Qui aurait cru ça, hein, franchement. C'est étonnant. Et pour la finale, j'avais dit avant le match à Jeff, tu vas voir, ce match-là, il va se jouer 2-1. J'avais dit, ça sera 2-1 pour l'Espagne. Ben, ouais, voilà, ben 2-1. Dommage pour l'Angleterre. Ben, la malédiction Harry Kane continue. Il y en a quelque chose, je trouve. Et franchement, autant en première période, ben, je me suis dit, ah, les Anglais, ils peuvent faire quelque chose. Mais en seconde période, ben, j'ai l'impression qu'ils sont pas rentrés, en fait, dans leur mi-temps. Ils sont pas rentrés dans leur mi-temps, quoi. C'est, bon. Ils ont réussi à un petit peu entrer dans leur mi-temps, quoi. Aux alentours de l'heure de jeu. Quand on a vu, ben, c'est à ce moment-là, dans la 70e que Cole Palmer, il a marqué. Juste après le but de Cole Palmer, il y a encore une belle occasion pour l'Angleterre. Et ça s'est arrêté là, en fait. J'ai l'impression que l'Angleterre, ils ont joué un quart d'heure, allez, 20 minutes à tout péter, quoi, sur leur finale. D'ailleurs, j'ai pas trop compris le délire de faire sortir Harry Kane et de le faire rentrer Ollie Watkins. Pourquoi pas aligner les deux en fin de match? T'es mené dans quelque chose, quoi, Southgate. Je sais pas. T'es mené de 1, au lieu de sortir un attaquant pour un autre attaquant, ben, hop, tu enlèves un de tes 6, tu joues plus avec 2-6, tu joues en 4-1-3-2, je sais pas, ou 4-4-2, si tu veux absolument garder tes deux 6, quoi. T'enlèves un des milieux, et puis tu joues avec deux mecs devant. Mais quand t'es mené en finale d'un Euro, tu commences pas à jouer petit bras, bon. C'est des logiques de coaching que je ne comprends pas, que ça soit du côté Deschamps, que ça soit du côté Southgate. L'Espagne a bien joué, l'Espagne a respecté le football et l'Espagne gagneront. Bravo à eux. C'était l'équipe que je voulais pas voir gagner, quoi, en début de tournoi, parce que c'est pas une équipe que je trouvais sympathique à voir jouer, mais ils m'ont fait mentir, donc bravo à eux. Super tournoi, quoi, de la Rora. Et quand on voit les garçons comme Daniel Mo, comme Nico Williams, comme Yamal, franchement, j'aimerais pas les recroiser dans ces prochaines années, quand même, les Espagnols. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur les derniers matchs de l'Euro, que ce soit la demi-finale face à la France ou la finale contre l'Angleterre, vu que j'ai pas vu la demi-finale de l'Angleterre. Alors, je veux bien prendre la parole si, bien sûr, personne n'a quelque chose à dire. Non, vas-y, je t'en prie. Alors, pour ma part,
Hmm. Pour ma part, concernant la fin de l'Euro, je vais directement commencer par la finalité. Bien que je ne sois pas spécialement pour l'Espagne, j'ai pas un affect particulier pour elle, pour cette équipe-là, même si je reconnais quand même le fait que ça soit une grosse équipe, hein, bien évidemment. D'une part, je salue le fait que dès le début de l'Euro, ils se sont présentés comme des favoris et qu'ils n'ont pas et qu'ils ont assumé pleinement ce statut-là. Ça, déjà, je respecte. Pour le coup, ils ont été confiants et ils l'ont prouvé sur le terrain. 7 matchs, 7 victoires. Cette victoire ne souffre d'aucune contestation. On pourrait, si on chipote, on pourrait dire que certaines victoires qu'ils ont eues ne reflètent pas la domination qu'ils ont eue sur l'adversaire, comme la victoire 1-0 sur l'Italie. Le 1-0 est flatteur pour l'Italie vu comment l'Espagne s'est foutu de, sur le terrain c'est foutu d'eux. Mais en soi eux ont clairement voilà, mérité toute leur victoire, déploie du jeu très solide défensivement, et surtout ce que j'ai aimé c'est que De La Fuente, c'est ça si je ne me trompe pas, C'est ça. de la Fuente, ben, il a fait en sorte que cette équipe est devenue pragmatique. Mais pas d'une manière défensive, mais je dirais pragmatique dans le sens où ils ont gardé leur précepte de jeu sur lequel voilà, il faut du mouvement, il faut du jeu, on veut un jeu tourné vers l'avant, mais ils ont levé le côté stéréotypé, et le fait est qu'ils laissent autant de liberté créative aux deux flèches de devant, Yamal et Nico. C'est ce qui, je pense, rend l'Espagne vraiment très dangereuse. Et en fait, c'est ce qui, je pense, a manqué à Luis Enrique pour pouvoir réussir éventuellement en 2020. S'il avait déjà pu avoir ces joueurs-là, et surtout s'il avait ces joueurs-là cette liberté créative aux deux, en ne les bridant pas, en les laissant faire concrètement ce qu'ils veulent, tout en leur disant, écoutez, vous faites ce que vous voulez en attaque, mais quand même, en phase défensive, faut que vous aidez, parce que Nico et Yamal sont pas avares d'efforts défensivement. On les voit qui les font quand même, les efforts défensifs. Bien évidemment, ils tiennent pas 90 minutes, logique, mais ils participent à l'effort défensif. Et c'est louable déjà de laisser autant de liberté à des joueurs comme ça, et c'est ça qui fait que je pense que cette Espagne-là, elle est imprévisible et si forte, parce que mine de rien, contrairement à leurs glorieux aînés d'il y a 10 ans, qui pouvaient, eux, se targuer d'avoir une équipe d'exception, du gardien à l'attaque, là, c'est plus spécialement le cas. C'est plus une constellation de stars, mais une belle équipe, très belle équipe, des joueurs de classe mondiale, c'est vrai, mais il n'y a pas de grosses stars dans cette équipe-là. Bien que, par exemple, Rodri, c'est un top joueur de meilleur 6 au monde. C'est un joueur qui, pour moi, est prétendant Ballon d'Or. Hein. Mais, je veux dire, il n'y a pas un joueur qui sort véritablement du lot. Tu vas te dire, ah, l'Espagne se base sur ce joueur-là. Pour moi, c'est pas le cas. Mais c'est plusieurs très, très, très bons joueurs. Un peu dans tous les postes. Ils ont eu des coups durs, notamment la perte de Pedri et Olmo qui fait plus que le remplacer. À croire qu'on pourrait se poser la question, est-ce que l'Espagne aurait pu avoir un tel rayonnement à la fin avec Pedri et Olmo en super sub? Tellement Olmo a rayonné au milieu de terrain, on pourrait même se poser la question. Mais en soi, voilà, Cucurella qui a été plutôt critiqué parce qu'on se disait, bon, peut-être que ça va être un peu compliqué pour lui. En plus, t'as Grimaldo qui sort d'une saison extraordinaire avec les Leverkusen. Eh ben non, finalement, il fait un Euro parfait dans son rôle, absolument rien à lui reprocher. Voilà. Le Normand, Laporte, rien à redire là-dessus. Même si le Normand a quelques petites difficultés en finale et très bien remplacé par Nacho, d'ailleurs au passage, bon, Nacho, un des soldats ultimes entre parenthèses,
qui peut remplacer à tous les postes défensifs. C'est le mec, c'est vraiment le couteau suisse, quoi. Le Matteo Darmian du riche, je l'appellerais. C'est ça. Et qui, Mais donc... par contre, quel tournoi de l'autre français, de Laporte. Ouais, Laporte aussi. Franchement, quel tournoi, mais franchement, ça me fait mal de le dire. Mais sur certaines situations, il y avait du Chiellini en lui. Franchement, il a été impeccable et pour le coup, je sais pas si on peut, parce qu'on a un bon réservoir quand même en équipe de France. Après, voilà, là, c'est pas la France qui en profite, c'est dommage. Et après, c'est pas spécialement en défense où la France a des problèmes. Donc voilà. Mais ouais, Laporte taille patron. Unai Simon qui a été il fait un très bon tournoi, hein. Il n'y a pas vraiment grand chose à lui reprocher ici. Carvajal, Dani a fait du Dani, très bon sur son côté. Quand il fallait jouer Dirty, toujours là. Voilà, c'est Que Dani n'est pas parti au carnaval. c'est ça, exactement. Au milieu de terrain, Rodri, toujours aussi influent, toujours aussi porte-bonheur pour ses équipes. Hein. Quand il joue la défaite, il ne la connaît que très peu. Y a-t-il un milieu de terrain actuellement en Europe qui est meilleur que Rodri? Franchement, la question on se pose. Influent, je ne pense pas. Donc il n'y a rien du tout que j'aime. Mais y a-t-il un mec meilleur au milieu de terrain que lui actuellement? Je me pose la question. Alors, du côté, si on parle meilleur, on parle d'influence. Je pense que non, il n'y a pas de milieu plus influent que lui sur cette planète. Parce qu'à la rigueur, son coéquipier en club, De Bruyne. Ouais. Après, Encore. et je veux dire, et encore, parce que De Bruyne, il est quand même... City, je dis pas qu'elle a l'habitude de jouer sans lui, mais City a plus d'une fois dû jouer pendant plusieurs mois sans lui. Là où City ne sait pas jouer sans Rodri, et quand il n'a pas Rodri, c'est déjà très compliqué. Parce que quand Rodri joue, City ne perd quasiment jamais. Donc, ouais. La dernière fois que j'ai vu un mec qui a influé autant sur le jeu de son équipe, peut-être en avant Zidane, c'est Makelele au Real Madrid. Et pour le coup, ce qui est bien en plus avec Rodri, c'est que en plus c'est quelqu'un qui est capable de se sublimer dans les grands matchs, mettre des buts ultra importants. C'est pas je vais pas faire de comparaison, mais je veux dire Busquets, on connaît l'importance, on connaît son importance dans le jeu. Sauf que dans sa zone d'influence offensivement parlant, il va être là à la uniquement dans un schéma de construction ou éventuellement de passe qui va amener au but. Mais il n'a pas ce truc de pouvoir finir les actions. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas cette capacité-là ou c'est parce que il se posait pas la question de savoir si de le faire, quoi. Il se contentait de faire sur ce dont il excellait, c'est-à-dire casser quand il fallait casser, fluidifier le jeu quand il faut fluidifier, être à la première, à l'avant-dernière passe, etc. Là où Rodri, lui, il n'hésite pas en fait à se projeter, à parfois dépasser ce stade de patron au milieu. Il va essayer d'apporter offensivement, surtout qu'il a une belle frappe de balle en plus. Malheureusement, j'en ai fait l'amère expérience un soir de juin 2023. Voilà. Notamment, la finale de Ligue des Champions. Oui, voilà, s'il faut préciser. Mais oui, Rodri, c'est quelqu'un qui a quand même la capacité de pouvoir se sublimer dans les grands matchs et être décisif dans les grands matchs. Olmo, pareil. Luiz également taille patron, à l'image de ces dernières semaines au PSG. Même pas, c'est au contraire de ce qu'il montrait au PSG où il n'était pas transcendant, il n'était pas le plus mauvais, mais il n'était pas transcendant. Là, concrètement, il sort un tournoi taille patron. Rien à lui dire, quoi. Magnifique.
Nico et Yamal, ben, l'avenir est devant eux. Clairement, des jeunes qui ont un sang-froid énorme, peur de rien, créateurs, dribbleurs, déstabilisateurs. Ils remplissent leur partition parfaitement. C'est c'est beau pour eux, c'est beau pour eux. Et Morata, Morata, je trouve, bien que pour moi il fait un bon euro, Morata a été le Giroud d'Mbappé en 2018. Sauf que lui, ce qu'il faisait, ça a profité à ces deux, pas qu'à un seul joueur, mais à deux joueurs du coup, à Yamal et Nico pour le coup. Son travail de l'ombre, parfois le fait est que lorsqu'il jouait en pivot, il a cette capacité à pouvoir garder la balle, orienter, faire remonter le bloc défensif pour créer de l'espace derrière. Tout ça, ce jeu de l'ombre-là, ça a été quand même super intéressant et ça a libéré ses coéquipiers-là. Non, je ne perds pas, t'inquiète pas, je sais ce que il n'a pas noirci la feuille de match, mais son travail a beaucoup aidé ses coéquipiers et c'est admirable. Capitaine, face à cela, sans souci au final, parce qu'il aurait pu se dire, au final, je suis quand même quelqu'un qui pèse dans les. Enfin, qui marque quand même régulièrement avec l'Espagne. Même en compétition internationale. Là, c'est un peu du sacrifice qu'il a fait et c'est beau. C'est beau ce qu'il a. C'est beau ce qu'il a amené. Et pour parler des autres équipes, parce que voilà, on va pas dresser les louanges de l'Espagne toute la soirée. Je suis pas déçu de l'Angleterre. C'est au final, il y a cet effectif-là a des limites, mais a des limites, mais du côté de Southgate, je pense que doit se poser une double question. Pas de Southgate et surtout de l'Angleterre doit se poser une double question. On comprend très bien que ça va être difficile pour l'Angleterre de faire mieux, parce que mine de rien, Southgate il fait deux finales, deux finales d'Euro, et un quart de finale de Coupe du Monde, et je crois qu'il a fait aussi une demi-finale. Mais il est au bout. On voit pas en fait ce qu'il pourrait faire de mieux, Southgate. Avec cet effectif-là, cet effectif semble avoir besoin d'un changement. Le problème est, est-ce que tu as un coach anglais déjà capable de faire mieux? Pour moi, la réponse est clairement non. Et si tu prends un coach étranger, tu prends qui? Parce que c'est compliqué. Là, la fédération anglaise, je trouve qu'elle est dans un dilemme. C'est difficile de... Ça va être difficile parce que, pour le coup, lui, il a hormis le coach qui a fait gagner l'Angleterre... en 68, il a les meilleurs résultats de l'histoire de l'Angleterre. Et contrairement à leurs glorieux aînés, d'il y a 10 ans, la génération Rooney, Ferdinand, etc., qui, eux, concrètement, une génération ultra décevante, eux ont quand même réussi à faire en sorte que l'Angleterre soit un vrai prétendant dans les compétitions. Mais il y a toujours cette marche-là qui manque. Et sauf que là... ça va être difficile, ça va être difficile de réussir, surtout quand tu as un capitaine qui sait malheureusement pas comment gagner et moi je suis Kane, je fais des... Même si bon, il gagne très bien sa vie, mais je pense que ça...
dans un tournoi, ben, tu vas pas plus loin et puis c'est tout. Je trouve genre que c'est un miracle que d'être arrivé en demi-finale en ayant marqué un but. C'est ça, exactement. Là, on est vraiment dans. Je pense, on est allé au bout du bout de cette stratégie-là. Vraiment, pour le coup, j'entends que oui, c'est plus compliqué, offensivement, etc. Mais c'est les problèmes, je trouve que c'est nous qui les créons, c'est pas véritablement qu'il y a un problème. Ouais. Exactement. Que moi j'adore, que j'aimerais revoir au niveau qu'il avait à Metz, qui aura il y a des solutions. Je pense aussi que un joueur qui aura, s'il fait les bons choix en termes de club ou également, qui a une carte énorme à jouer dans le futur en équipe de France, c'est Cherki. Parce que mine de rien, son profil de joueur, enfin, c'est, je pense, lui qui est le plus à même dans le futur. Hein. Je ne parle pas tout de suite parce que là, actuellement, je ne pourrais pas le placer 10 en équipe de France. Mais c'est le joueur qui est le plus à même, en fait, d'être la succession de Griezmann, excepté une Nkunku, bien sûr. Hein. Et je trouve que vraiment, lui, pour le coup, s'il fait les bons choix, qu'il va dans un club qui lui donne le temps de jeu, qui se ressente sur le foot et qu'il arrive à avoir des bonnes performances, il a vraiment, lui, pour le coup, un boulevard en équipe de France pour plusieurs années. Parce qu'il n'y a personne, il a quasiment pas de concurrence pour le coup, lui. C'est clair, c'est un vrai 10. Mais après, il faut avoir un coach qui fait jouer à 10. Quoi. C'est ça, exactement. Donc, à voir. Il y a des solutions. Si Nkunku arrive à retrouver la forme et rejouer régulièrement, il a aussi une énorme carte à jouer. Lui et Cherki, vraiment, dans ce poste de joueur créatif au milieu, ils ont une autoroute vers eux, clairement. Quoi. Donc, après, à voir ce que ça va donner. Mais voilà, là, concernant la France, c'est complètement mérité ce qui arrive. Et voilà, j'espère que Dédé se remettra en question. À voir, peut-être pas, je ne sais pas. Sinon, l'assise défensive, c'est super intéressant. 1 euro taille patron de Koundé, Saliba également. Sur ça, je suis super content du fait que Saliba ait pris cette envergure-là en équipe de France. Après, moi, je suis curieux de voir ce que Koundé va donner s'il garde son niveau-là. C'est ça. Parce que là, il est à la croisée des chemins. Est-ce qu'il va un petit peu redécliner comme Pavard ou est-ce qu'il va rester au niveau comme un Thuram? Thuram Lilian. Oui, bien sûr. Ah. Je parle de défenseur à droite, donc oui. Je parle de Thuram notaire. Ouais, voilà, parce que c'est vrai que Marcus, lui, a été très, enfin, un peu comme tous les joueurs offensifs français, ont été décevants, plus du côté de Kylian. Donc, je suis quand même déçu sur le fait qu'on lui trouve mille et une excuses. Moi, je trouve quand tu es un joueur de classe mondiale, puisque c'est un joueur de classe mondiale, que tu es prétendant Ballon d'Or, bah, et que tu es dans une situation où tu veux montrer en fait que tu veux marquer l'histoire, etc., et il ne cesse de le rappeler, bah, on l'a trop protégé en fait. Quand tu as été bidon, tu as été bidon en fait. Et pour le coup, pour un joueur de sa trempe, il a été bidon. Il n'y a pas un bon match à signaler, il a été en dessous de tout. Et là où Southgate, je peux comprendre que parfois il fasse sortir sa star. Je suis désolé, mais quand c'est pas un match, mais tous les matchs de l'Euro sur laquelle tu as été en dessous de tout, ben moi oui, il faut que tu sortes.
Que tu sois Mbappé, pas Mbappé, t'es pas bon. À un moment, t'es pas bon. Sur tous les matchs, tu sors. Oui, d'accord, il est capable d'un miracle. Oui, il est capable. Griezmann était sorti, voilà quoi. Il était pas content, mais il est sorti. Kane a été sorti à certains matchs. Cristiano Ronaldo a été sorti à certains matchs. Voilà quoi. C'est pas parce que t'es Mbappé que voilà. Quand t'es mauvais, t'es mauvais. Hein. Exactement, c'est ça. Quand t'es mauvais, t'es mauvais. Il n'y a pas de... T'es mauvais, Jack. Même lui, il l'a dit en conférence de presse. Hein, je crois quand ils ont perdu le match, il l'a dit lui-même. Hein, quand t'es pas bon, t'es pas bon. Bah, là, il était pas bon. Et puis voilà quoi. Là-dessus, il a assumé. C'est ça. Après, peut-être qu'il a le syndrome Müller. Parce que Müller en Coupe du Monde, Müller à l'Euro, c'était aussi différent. Peut-être. À voir en Coupe du Monde 2026. Pour voir si cette théorie-là se confirme. Mais ouais, c'est... Moi, je suis désolé. Moi, je regarde les stats là. J'ai pris les stats de Kolo Muani et de Mbappé sur l'Euro. On est pour Kylian Mbappé 83% de 11 de départ, 82% de minutes jouées, 33 participations de but, 5 matchs joués, un but, 2 passes décisives. Donc voilà, ça c'est les stats de Monsieur la grande star Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde, et notre Colomoisi, il est quand même à un but et une passe décisive en 5 matchs. Oh, il n'a qu'une passe décisive de moins en ayant été seulement un tiers du temps dans le 11 de départ. Il a joué seulement 35% des minutes et il a 22% de participation de but. C'est bizarre quand même, non? C'est ça, exactement. Donc voilà, comme Kylian, sur les doigts de là où je pense pour 2026, parce que là, sinon, ça arrive de chauffer pour ton matricule, Coco. C'est ça, c'est ça. Mais pour le coup, lui, je pense qu'il est vraiment à la croisée des chemins et que l'année prochaine, même si voilà, je pense quand même que le Ballon d'Or sera au Real malgré la victoire de l'Argentine en Copa América. Je pense quand même que c'est un joueur du Real qui l'aura, mais que Messi sera bien classé. Et du coup, déjà, il y aura ça. Le fait est que c'est à lui de s'adapter à un effectif XXL, pour le coup, vainqueur de la Ligue des Champions, pour certains double vainqueurs de la Ligue des Champions, 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions, un effectif qui tourne, une machine qui tourne très très bien. C'est à lui de trouver sa place et surtout ne pas casser cette dynamique-là. Il a vraiment pas, pour le coup, il a vraiment pas le droit à l'erreur, surtout que la presse espagnole est vraiment impitoyable et en fait des caisses pour tout et n'importe quoi. Si son boxeur est de couleur blaugrana, on va dire ah ben t'es finalement supporter du Barça, je comprends pas. Bon voilà, mais ça va être une année assez particulière pour lui et très intéressante parce que pour le coup, je pense qu'il va vraiment vraiment être challengé et à voir ce que ça va donner. Concernant la 4e équipe, c'était l'Angleterre, les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, je trouve quand même qu'ils font un bon Euro. C'était pas la meilleure équipe sur le papier, une équipe quand même assez cohérente, hein, assez cohérente. Une demi-finale pour eux, moi je pense que c'est quand même un bon résultat. Il y a eu un manque, je pense, de la créativité au milieu de terrain. C'est avec la perte de Koop Miners, de Jong. Au final, c'est 2 solutions potentielles qui font du mal, qui font du mal. Non, je pense que cet effectif-là est intéressant, un bon outsider, et en bon outsider, finir top 4 dans cet euro-là, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Mais je suis très content quand même concernant l'Espagne. Ça montre que voilà, quand tu joues au foot, quand tu ne renies pas tes préceptes de jeu, bah, tu peux quand même battre tout le monde et gagner. Ce que l'Espagne n'a pas fait, elle n'a pas renié ses préceptes de jeu et elle a gagné. Et ça fait un beau champion pour le coup.
moi, oui, moi, je suis aussi content par rapport pour revenir sur les Pays-Bas, je suis content du tournoi de mon petit Xavi Simons que j'avais sous l'œil, quoi, vu qu'il a joué en Bundesliga cette saison. Et j'étais là, ah, c'est bien, il est là, mon petit. Il est là, mon petit. Bon, le mec, il fait quand même un but et trois passes D, quoi. Donc, bravo, Xavi Simons. Good job, comme on dit. Donc, oui, alors, on a Lamine Yamal, voilà, qui a tout survolé. Mais, on ne peut pas dire qu'il a été dégueulasse, l'ami Simons. Et je suis très content d'avoir vu ça. C'est vrai, c'est vrai. Et on a quand même revu des noms comme un Wout Weghorst qui s'est à un moment a eu son quart d'heure de gloire warolien, c'est 15 minutes of glory. L'ancien de Wolfsburg, j'avais fait bon ben c'est bien, c'est aussi un mec qui se bouge le derrière, quoi, un petit peu ce genre de héros de l'ombre. C'est ça, c'est ça. Alexis, Jeff, avez-vous un mot à dire concernant l'Euro? Bah, moi personnellement, je trouve que globalement, tout a été plus ou moins dit, je trouve. Je n'étais pas un gros fan de la sélection espagnole depuis pas mal d'années déjà, parce que voilà, j'aime pas leur jeu. Mais sur cette compétition, ils n'ont pas volé leur victoire. Hein. Franchement, c'est vrai que Cucurella, c'est pas un joueur que je connaissais avant, et c'est un joueur que j'ai découvert notamment lors de cet euro, et m'a plutôt impressionné. Franchement, il peut être très très bon. Yamal, voilà, on n'a rien à dire. Hein. On sait que Yamal, pour son jeune âge, on sait que voilà, il va casser des reins pendant très très longtemps. Miko Tadze n'est pas toujours parmi les meilleurs buteurs de cet euro. Moi, je suis content pour ça. Mais non, sinon rien de spécial à rajouter que vous n'avez pas déjà dit, quoi. Ah, et une petite stat pour Yamal s'il gagnait le Ballon d'Or. S'il gagnait Ballon d'Or, il serait le deuxième joueur le plus jeune à remporter le trophée après Ronaldo brésilien en 97. Et ça fait à 15 jours. Mais comme Messi a remporté un trophée, ouais. C'est pour ça que je dis, s'il était élu Ballon d'Or. Après, à voir, hein, c'est possible. Je pensais que Ronaldo était un peu plus âgé quand il l'a eu. Mais. Je parle de Ronaldo le Brésilien. Hein, oui, non, mais je comprends bien que tu parles du Portugais, que tu parlais pas du Portugais ni de Ronaldinho. Hein. Mais mais je pensais que Ronaldo était un peu. Enfin, je pensais pas, mais pourquoi pas. Non, est-ce qu'il pourrait gagner le Ballon d'Or 18 ans, je crois. 18 ans et quelques jours. S'il fait une bonne Ligue des Champions, pourquoi pas? Enfin, un bon début de Ligue des Champions, plutôt. Ça, on verra bien. Mais bon. Comme tu l'as dit, pour moi, il y en a un qui attend déjà son trophée bien tranquillement aux États-Unis. C'est ça. Après, j'espère me tromper, hein. J'espère sincèrement me tromper là-dessus. Mais voilà, on sait, Messi a gagné avec l'Argentine, donc en plus il est devenu aujourd'hui il est devenu le joueur le plus titré au monde, donc voilà quoi. Ouais. On verra bien. De toute façon, le Ballon d'Or n'ayant plus son aura, sa prestance il y a même ne serait-ce que 10-15 ans, est-ce vraiment dramatique que ce soit l'un ou l'autre? Je trouve ça dommage. Dramatique, je sais pas, mais on a banalisé clairement ce trophée, on l'a banalisé. C'est ça.
Parce que même si ils ont eu leur heure de gloire, hein, que ce soit Cristiano ou Messi, il n'y a pas de souci, hein, ils ont eu leur heure de gloire et ils ont été des joueurs phénoménaux, là-dessus il n'y a rien à dire. Mais le fait que parfois ils ont gagné certains des ballons d'or alors qu'ils n'auraient pas dû, ça a banalisé la cérémonie et tout ce qu'il y a autour, quoi, tout simplement. Et c'est vrai, ça par contre c'est vraiment dommage. Mhm. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme tu l'avais, je crois que tu l'avais déjà dit, hein. Au pire des cas, si tu l'as pas déjà dit, c'est que c'est quelqu'un d'autre que je connais qui l'a dit. C'est qu'il faudrait un trophée pour Messi et un ballon d'or pour les autres. Voilà, enfin pour Messi ou Ronaldo, quoi. Voilà, mais voilà, il Et faudra un oui, trophée pour. oui, j'avais déjà donné cette idée. Voilà. Donc, bon, Et on verra Alexis, bien. Oui, oui, mon cher Cyrus, vas-y. j'allais dire, et Alexis, un petit mot pour ta part? Un petit mot, ben, ça va être assez rapide pour le coup, parce que tout a été dit, mais plutôt content pour l'Espagne, parce que surtout en début d'Euro, je les avais placés par dans la catégorie des favoris et dont il fallait se méfier. Bah clairement, enfin il n'y a pas grand chose à dire de plus. Pour moi, c'est totalement mérité. C'est la nation qui a proposé le meilleur jeu sur tous les matchs. Ils ont dû mettre, je sais pas, peut-être une quinzaine de buts et ont dû en encaisser peut-être 4 ou 5. Donc voilà, pour moi, c'est totalement mérité. C'est comme j'ai dit, c'est l'équipe qui a proposé le plus de jeux. Donc à partir du moment où tu proposes le plus de jeux, à partir du moment où tu proposes du jeu et, euh, et que ça gagne, ben c'est logique que ce soit toi qui aille au bout. Donc donc voilà, moi je suis plutôt content pour eux. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais qui n'avait pas forcément d'attache avec l'Espagne. Donc, j'en ai pas non plus beaucoup, mais étant de Bordeaux et pas très loin de l'Espagne, je suis plutôt content pour eux. Donc voilà. Après pour l'équipe de France, je vais pas, je vais passer sur la demi-finale, mais pour moi enfin, ça reste une demi-finale. C'est déjà très bien avec le peu de choses qu'ils ont montré sur tous les matchs. Comme Camille, j'y ai cru en début de match. Le but de Colomboigny, voilà, j'y ai cru. Puis à l'égalisation, je vous ai envoyé un message en me disant que franchement, ça avait été cool 7 euros, donc une demi-finale avec le jeu qu'on a proposé, c'était très bien. Maintenant, et c'est l'avis de beaucoup, je pense que Deschamps doit partir, même s'il a été prolongé, enfin même pas prolongé, je crois, parce qu'il avait déjà un contrat qui allait jusqu'en 2026. Mais pour moi, je pense qu'il doit partir. Je pense on est à l'aube d'une nouvelle génération qui arrive, qui vont disputer les JO là, dans le courant du mois de juillet et août. Donc j'avais vu qu'il y avait aussi des noms qui étaient sortis pour remplacer certains qui partiraient. Donc voilà, pour moi, à partir du moment où on arrive sur une nouvelle génération, je pense qu'on doit avoir un nouveau coach, enfin un nouveau sélectionneur qui doit arriver. Est-ce que ça doit être Zidane? Je ne sais pas, parce que on parle beaucoup de lui, mais est-ce qu'il y aurait peut-être pas l'ambition d'avoir entre guillemets mieux? Moi, ça me plairait d'avoir mais je suis pas sûr que clairement ce soit un entraîneur de sélection. Donc voilà, pour moi, Deschamps doit partir. Et puis voilà. Après, comme je disais hier soir aussi après le match, j'ai hâte de voir l'Espagne à la Coupe du Monde avec leurs joueurs qui arrivent, enfin, leurs joueurs qui sont déjà là et la génération qui les ont. Je pense que c'est une génération qui remportera pas mal de trophées, je pense. Maintenant, je prends pas de risque en disant ça. Donc voilà, assez hâte de les voir déjà sur les éliminatoires et puis après de les voir à la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, en gros ce que j'avais à dire.
Ah si, puis aussi, je sais pas si vous avez vu du coup que des, enfin les Basques ont mal pris entre guillemets, ont traité de traître. C'est Williams qui marque le premier et je sais plus qui marque le deuxième but. Donc voilà, ils ont. Enfin, C'est Oyarzabal. Oyarzabal, ouais. Oyarzabal, voilà, qui sont de Basques. Ils ont très mal pris cette victoire. Donc voilà. étonnant. Étonnant quand même. Bon, on connaît le désir d'indépendance du Pays Basque, quoi, mais c'est comme si les Catalans avaient traité Puyol ou Iniesta, quoi, en 2010, en fait. Et surtout que des Basques, il y en a un certain nombre en sélection quand même. C'est pas. Donc c'est les deux qui ont marqué, quoi. Il me semble qu'Unai Simon joue à Bilbao. Le Normand, je crois qu'il y a il doit y avoir quelque chose, je pense, avec le Normand aussi. Il n'est pas à la Sociedad. Je crois, oui. Il a joué à la Real Sociedad, oui. C'est ça, Sociedad est transféré à l'Atlético. T'as Merino, Oyarzabal, également Nico Williams. T'as quand même un certain nombre en plus qui ont joué des rôles super importants. Merino, c'est lui qui met cette magnifique tête contre. C'est contre qui? Contre l'Allemagne? Il me semble, oui, c'est contre l'Allemagne. Oyarzabal, il marque. C'est deux joueurs. Il y a Zubimendi aussi. Aussi, ouais. Enfin, ils ont un rôle quand même très important dans le titre de l'Espagne cette année. C'est bizarre de les traiter de. C'est surtout une fierté pour le coup, pour le dire. Attendez, regardez les joueurs formés sur le territoire basque, ce qu'ils peuvent amener à l'équipe nationale d'Espagne. Enfin, c'est bizarre quand même comme concept de les traiter de traîtres. C'est étrange, mais bon, si c'est leur pensée, parfois il est difficile de comprendre. Et moi j'ai un petit mot aussi par rapport à la Copa. Je sais pas pourquoi, mais le sacre de l'Argentine, ça me rappelle. J'ai un peu des flashbacks de la victoire du Portugal, la blessure du joueur majeur, le match qui va en prolongation, un remplaçant, même si bon, Lautaro c'est pas un inconnu non plus, mais il a été remplaçant sur ce match-là, qui sort du banc et qui marque pour pouvoir délivrer son équipe. Tu vois, c'est. Oui. Ça, tu vois, il y a quelques petites similitudes qui m'ont fait un peu sourire quand j'ai. J'entendais ça, je sais plus si c'était Willou ou Stan des Outsiders qui disait ça, j'écoutais ce matin en allant au travail, qui disait la même chose. Mais j'ai un petit peu du mal avec cette comparaison, parce que comme tu dis, Lautaro c'est pas n'importe qui. Eder c'était quand même, sans vouloir lui faire offense, c'était quand même un mec qui était remplaçant au LOSC. C'est ça. Tandis que Lautaro c'est quand même le neuf titulaire de l'Inter. Donc, c'est ça. C'était vraiment dans le sens par rapport à Lautaro. Eder, il sort du banc et il aide l'équipe. Mais en plus, Lautaro, il est les meilleurs buteurs de la Copa, hein, en plus. Hein. Le super sub, quoi. C'est ça. Et bon, Lautaro est meilleur buteur de la Copa, c'est ce qui fait déjà que je ne peux pas vraiment faire une comparaison purement statistique entre les deux. Mais j'ai bien aimé aussi que quand Lautaro était un peu moins bon, Alvarez, quand il est titulaire, il est décisif aussi. Je sais pas, c'est les deux les deux, c'est ça, se complètent très bien, c'est ça, ouais. Les deux se relaient bien quand l'un est. Et ça, quand l'un n'est pas en forme, l'autre peut carry l'équipe. Exactement. Et ça, c'est quelque chose d'assez positif, hein, surtout que les deux sont encore jeunes. Bon, Alvarez a quelques années de moins que Lautaro, mais bon, Lautaro, il va commencer à entrer dans ses meilleures années en tant qu'attaquant. Alvarez, bon, pas encore, hein, bien sûr, il reste encore relativement jeune. Mais ouais, c'est positif d'avoir déjà deux attaquants d'un tel niveau et surtout décisifs en sélection. Parce que leurs prédécesseurs, que ce soit Agüero et Higuaín, ok en club, on connaît leur niveau, mais en sélection, je suis désolé, mais c'est très compliqué. Très très compliqué. Et on leur a bizarrement jamais tenu rigueur. Mais bon. Ah non, on a tenu rigueur à Higuaín. Agüero, il est toujours passé entre les mailles du filet. On va savoir pourquoi.
Peut-être parce que c'était le gendre de Maradona. Peut-être. Peut-être. Mais c'est vrai que lui, pour le coup, il a bénéficié de largesse qu'Higuaín n'a jamais eu. Parce que ce qu'a mangé Gonzalo, Ouais. comparé à lui qui était relativement très inexistant en sélection. Mais bon, c'est le destin, c'est comme ça. Maintenant, ils ont deux attaquants globalement très bons. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Je dirais même deux attaquants de classe internationale. Exact. Parce que le petit Alvarez, je sais pas, il a 22, 23, quelque chose comme ça. Il a 24, déjà je fini le crois. jeu, en fait. C'est un 2000, il me semble, Alvarez. Je vais vérifier cela. Mais il me semble que c'est un 2000, Alvarez. Et le gamin, il a déjà tout gagné. Ouais, 24 ans. 24 ans, on c'est est ça, dans le 24 ans. Et le gamin, il a déjà tout gagné, quoi. Et c'est pas comme s'il a été qu'un simple faire-valoir dans les titres gagnés. Il a Voilà. quand même été plus qu'intéressant dans tous les titres gagnés. C'est ça aussi qui C'est est ça. beau chez lui. Il a déjà tout gagné en étant pas prépondérant, mais en ayant apporté sa pierre à l'édifice. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'Argentine. Hein, champion du monde. Petite, en titre. Oui, petite déception pour moi, pour Rames. Ouais, quel tournoi il fait? Rames, le phénix. C'est le phénix pour moi sur ce tournoi-là. Vraiment. J'ai l'impression qu'il avait perdu 10 ans, quoi. J'avais l'impression qu'on avait retrouvé le Rames de 2014. Pour le coup, c'est vraiment le meneur de jeu. Meneur de jeu, le mot prend vraiment tout son sens quand tu vois le tournoi de Rames. Il mène le jeu de son équipe, il guide son équipe. C'est le baromètre. Il y a beaucoup de joueurs talentueux en Colombie, mais c'était vraiment lui l'élément prépondérant. J'avais l'impression, enfin, toute propension gardée, attention, hein, mais un peu comme Zidane en 2006. Tu sais, le mec, il revient. Tu sais que tu as des joueurs talentueux à droite à gauche. Peut-être pas de la même qualité, attention. Mais tu sais que quand le ballon va passer par lui, il va se passer quelque chose. Il va réussir à faire en sorte que il se passe quelque chose de positif. Quelque chose qui va amener, qui va être positif pour l'équipe, qui va amener du danger. D'ailleurs, il finit meilleur passeur de la compétition, meilleur joueur en réalité mérité, hein, malgré qu'il perd. Il a tellement brillé de mille feux sur cette Copa que c'est pas immérité le fait qu'il soit meilleur joueur. Mais ouais, c'est. T'avais un mot à dire, Alexis? Ouais, effectivement, par rapport à ce que je disais Oui. au niveau des insultes de traître contre les joueurs espagnols, alors je me suis un petit peu trompé. C'est effectivement il y a Oyarzabal et alors pour le coup c'est pas Williams mais c'est Merino en fait qui a vu un tag insultant qui ont été réalisés dans la ville de naissance de la maman de Merino. Donc voilà, c'était tag traître, donc comme je disais, une croix gammée barrée et un message indépendantiste en fait. Et c'est les Basques en fait qui ne se reconnaissent pas dans la sélection espagnole. Donc qui les ont, enfin le traître en fait viendrait du fait qu'ils jouent pour l'Espagne et non pas pour la sélection basque. Donc voilà, et attendez, je retrouve le truc. Le leader du parti indépendantiste et donc du coup, donc, comme je disais, l'indépendantiste basque a regretté de voir le gouvernement central refuser au Pays basque d'avoir sa propre sélection et de ne pas pouvoir l'engager dans les compétitions officielles. Donc voilà en fait ce que je voulais dire avec plus de précision par rapport aux insultes envers Oyarzabal et Merino.
Ah, d'accord. Donc du coup, les joueurs qui ne peuvent absolument rien faire par rapport au fait d'accorder le droit à la sélection basque d'exister, se font insulter. Bon, d'accord. C'est un peu- Et c'est aussi pour dire aussi ce que tu disais, c'est comme si tu disais que les Catalans qui ne comprenaient pas, enfin que ce soit au début inscrit par des joueurs du Real, du coup parce que c'est RMC qui fait l'article, si du côté de la Catalogne, on a pris l'habitude de célébrer les succès de l'Espagne, surtout quand des joueurs barcelonais en sont à l'origine, comme Yamal. Donc voilà, on va dire que les Catalans ont plus se reconnaissent plus en voyant l'Espagne que les Basques en voyant l'Espagne, quoi. Ok, d'accord. Bon, vive l'unité. Faut savoir qu'il y a Catalane. une sélection basque justement, mais elle n'est pas reconnue et donc du coup elle ne fait que des matchs amicaux. C'est ça, c'est ça. Comme pour les Catalans, hein, il me semble que la Catalogne a également une équipe nationale. Il me semble que d'ailleurs C'est ça, hein. plusieurs stars barcelonaises, les Piqué, etc., ont fait quelques matchs hein, avec la sélection. En effet. Ouais. Donc, bon. Ok, d'accord, c'est un concept assez bizarre quand même, mais bon, parfois il n'y a pas de justification à la bêtise, c'est bête, et puis voilà. Hein. Que dire Et le second sujet, je pense qu'il va être quand même un peu plus court, vu que je présume qu'il y aura un consensus là-dessus. Votre avis concernant l'attribution des droits TV. Alors, quand je vais préciser, parce que je sais que si ça se résume en trois mots, pardon, c'est de la merde, mais enfin c'est 4 du coup, ou 5 même. Mais ce que je veux dire, c'est oui, que pensez-vous de cette donc de cela, des 3 TV, le prix, etc. Et la deuxième question qui se pose en parallèle de ça, puisque je pense que ça a quand même son importance, c'est doit-on sauver le foot français à tout prix, quitte à utiliser de l'argent public pour le sauver? Dans le sens où, par exemple, quand il y a eu le Covid, bah, il y a eu des prêts qui ont été accordés aux clubs de foot pour pouvoir survivre, entre parenthèses. Bon, bien évidemment, ça va pas changer la situation des clubs, hein, bon, voilà. Mais quand on voit comment sont gérés les clubs français, en soi, pour certains, est-ce qu'on ne devrait pas les laisser couler? Doit-on vraiment tout faire quitte à utiliser de l'argent public pour pouvoir les sauver? La parole est à vous. Et moi, je répondrai en dernier. Ben moi, je vais commencer, si ça dérange personne. Vas-y. Alors, je vais dire, alors, honnêtement, ça me concerne pas des masses parce que la Ligue 1, bah, mon club n'y est pas, du moins pour le moment. Mais ça m'empêche pas d'avoir un avis. Je trouve ce qui a été sorti hier, alors que ce soit DAZN, je sais pas comment ça se prononce, Dazn ou Bein ou n'importe quel diffuseur, en fait, c'est pas ça qui me dérange. Maintenant, s'ils ont l'air insolides pour retransmettre le championnat, bah écoute, tant mieux. Moi personnellement, à ce prix-là, je n'irai pas m'abonner. Par contre, là où je peux trouver que le prix peut, entre guillemets, être cohérent, c'est si jamais, en fait, ils arrivent à nous faire, comment dire, des semaines ou des week-ends où ça parle foot, en fait, comme ce que faisait Téléfoot. Par exemple, ils arrivent à recruter plusieurs journalistes, à faire des reportages dans les clubs, à faire je sais pas, des débats d'émissions certains soirs, peut-être pas tous les soirs non plus, et que par exemple, le jeudi soir, ils présentent ce qui va se passer pendant le week-end. Là, je pourrais trouver le prix cohérent.
si tu nous sors, enfin, s'ils nous sortent que le vendredi, le samedi et le dimanche, ils vont juste diffuser des matchs et faire un plateau le soir, le dimanche, perso, pour moi, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à s'abonner. Maintenant, si ce que je dis peut se faire, il pourrait peut-être y avoir des gens qui pourraient s'y abonner. Maintenant, je trouve que le prix est excessivement cher, même pour une semaine de diffusion, de reportage ou de trucs comme ça. Donc voilà, moi je le dis honnêtement, je ne m'abonnerai pas, tout simplement parce que comme je l'ai dit, mon club n'est pas en Ligue 1. Même s'il l'était, je ne sais pas pour ça. Alors ça c'est une question que je me suis posée honnêtement. Même si mon club y était, je me serais posé la question. J'aurais attendu déjà d'avoir plus de précision sur ce qui se ferait. S'il n'y a qu'un truc le week-end, perso, oui, ça ne m'intéresserait pas. Mais je me serais posé la question de savoir si je m'abonne ou pas. À 40 €, c'est sûr que je ne me serais pas abonné. Si le prix peut être moins cher, je m'y serais abonné. À 40 balles, je me serais quand même posé la question, mais je pense que je ne me serais pas abonné. Donc voilà, pour moi, ce que j'en pense. Donc voilà, après, on aura quand même la chance d'avoir un match sur Bein, et surtout ce que j'ai lu et vu, c'est que Bein et DAZN feraient une alternance, en fait, un match de choix 1 qui serait sur Bein, en fait, une semaine sur 2 et puis inverse. Donc voilà, je pense qu'on ne perdra pas au change avec l'abonnement à Bein. Donc voilà, moi, personnellement, ce que je pouvais dire par rapport à ça. Moi, il y a un truc, on va un petit peu sortir du football, tout simplement, mais je crois que les diffuseurs et les gens qui sont dans les bureaux des hautes instances footballistiques françaises ne se rendent plus compte de ce que ça représente 40 ou 50 balles pour un Français moyen actuellement en 2024. 50 balles, quand on réfléchit à ce que Bein proposait il y a 10 ans quand ils sont arrivés, pour 15 balles, et c'était même pas encore 15 balles à l'époque, je crois que c'était 10 ou 12 balles, C'est ça. t'avais quasiment tout. Tu avais l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Je me demande même si tu n'avais pas la première ligue à un moment, au début. Ou la Ligue 1, je sais plus. Peut-être même Ligue 1, oui, la Ligue 1, il avait eu à un moment donné. La Ligue, les compétitions européennes aussi, à un moment, il les avait. Ils les ont encore, hein, les compétitions européennes, à part ce qui est passé maintenant sur RMC Sport. C'est Canal qui a tout pour les prochaines années. C'est ça, ouais. Oui, mais bon. Et c'était passé sur RMC, voilà, disons, on va faire comme ça. Je suis désolé. Comme Alex l'a dit avant, on va pas le prendre. Qui a les sous? Qui a clairement les sous et l'envie, je vous précise bien, de mettre 50 balles pour voir la Ligue 1? Moi, pour 50 balles, à la rigueur, si je mets 50 balles, mais tu mets tous les championnats. Tu mets les 5 gros, plus la Champions, plus l'Europa League, plus la Conference League, plus encore peut-être des championnats annexes, entre guillemets, comme les Pays-Bas, championnat grec, championnat turc, le championnat portugais, tu vois, voilà. Désolé Greg hein, pour le championnat portugais, mais voilà. Là oui, là tu me dis, je mets tout ça là-dedans, là je te paye 50 balles, il n'y a aucun problème. Parce que je suis dans une situation qui fait que je peux me permettre. Mais, je sais pas, l'étudiant
qui va vouloir regarder du foot, le mec qui est, je sais pas, vendeur chez Brico Habitat, ou qui est charpentier, ou un truc comme ça, il va pas pouvoir forcément, il n'a pas les 50 balles. Là, en 2024, il les a pas, les 50 balles, pour te les sortir, pour regarder le foot. Et il fait quoi, du coup? Eh ben, soit il regarde plus de foot, soit il passe de nouveau par du streaming. Et on en revient à ce qu'on faisait au début des années 2010, avant Bein. Aller chercher des streams sur des sites kazakhs, biélorusses, ou des trucs en arabe où on comprend pas du tout non plus. Des trucs bon ben voilà, au bout d'un moment. Je pense qu'il faut tout simplement aussi que, pas seulement en France, mais que l'UEFA, la FIFA, les chaînes de télé, les médias européens réfléchissent à comment revenir dans les foyers français et européens, mais on va parler français parce que on habite quand même encore relativement tous en France, là, parmi nous. Et c'est ça. Et donc, c'est la programmation sur les chaînes françaises qui nous intéresse. C'est ça. Et ben là, actuellement, même en gagnant bien ta vie, à part si tu te payes, je sais pas, 70-80 balles maintenant, t'as pas tout. Exact. Après, tu ne peux pas non plus tout regarder. Aussi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que il y a toujours des matchs qui se jouent en même temps. Mais il faut déjà avoir envie de tout regarder et avoir la capacité de tout regarder. C'est ça, c'est du temps. Et le temps, c'est le bien le plus précieux, en effet. Mais ouais, t'as posé une très belle question qui est le rapport à l'argent, le fait de se dire mais 40 euros pour un foyer moyen aujourd'hui, quand tu vois l'inflation, quand tu vois que ça devient ric-rac pour de plus en plus de Français, déjà 40 euros chaque mois, c'est pas rien. Le mec, s'il n'arrive plus à faire ses courses, il va pas payer 40 balles pour voir Angers Clermont ou Lorient, je sais pas, Lorient en Toulouse. Exactement. Et même au-delà de ça, pour aller dans ton sens et même au-delà de ça, est-ce que concrètement, est-ce que concrètement il y a des Français qui seraient aptes, hors Canal+, à payer une somme relativement élevée pour suivre du sport, dont la Ligue 1 en fait. Et moi je pense que non en fait. C'est que Canal+ a une situation spéciale par rapport à son ancienneté. Le fait est que voilà, dans le paysage des chaînes payantes, c'est un monstre. Entre parenthèses, toute proportion gardée, mais c'est un monstre dans le sens où voilà, c'est du sport, du cinéma. Enfin, ils ont réussi à faire en sorte que ça soit dans l'inconscient du Français, télévision payante, à 90% tu entends c'est Canal+, c'est Canal quoi. Et Bein est arrivé comme un mécène en fait, parce que mine de rien, Bein est arrivé avec une offre d'une compétitivité folle, mais les mecs, ils sont savent. Arrivés, t'as tous les championnats pour 9 euros. C'est ça. Mais il faut pas oublier on s'est tous regardés. C'est quoi ce bordel? Faut pas oublier que les mecs savent qu'ils perdent des centaines de millions d'euros chaque année. Ils le savent, hein. Après, c'est dans leur stratégie globale. Le fait est de se faire plus connaître. Et derrière, ça leur a profité. Et attribution de la Coupe du Monde au Qatar, etc. Renforcement de la position du Qatar dans le paysage audiovisuel français, européen, etc. Ils ont gagné dans l'histoire. Ils s'y retrouvent. S'ils acceptent de perdre des centaines de millions, c'est qu'ils s'y retrouvent en soi. Mais même Bein a quand même
au fil des ans, quand même essayer de limiter les pertes. On n'est plus dans une situation où les mecs... Mais malgré ça, aujourd'hui, Bean, c'est 15 euros. C'est 15 euros et tu as quand même une offre conséquente. Là, pour l'instant, on ne sait pas encore par rapport à la Serie A. Pour la France, hein, parce que le contrat il s'est terminé. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas eu de négociation. D'ailleurs, je suis ça de très près parce que moi, j'aime bien la Serie A sur Bein. Mais ouais, on aime bien. Et du coup, pour l'instant, à l'instant T, quand même, l'offre globale de Bein. Je parle même pas que du foot, parce qu'il y a aussi le hand, il y a aussi le handball, il y a aussi le championnat, il me semble, portugais aussi qui est. Je sais pas si. Peut-être aussi le brésilien. Je suis plus sûr si le brésilien c'est sur RMC ou chez eux. Non, mais il me semble que c'est sur RMC le brésilien. T'as aussi la NBA sur Bein. Enfin, t'as une offre qui est vraiment une offre qui est vraiment riche. Et pour 15 euros, ça va. Vraiment, ça va. Sur le coup, ça justifie ce prix-là. 35 euros pour avoir que. Alors, ok, d'accord, sur Dazen, il n'y a pas que la Ligue 1. Il y a également des matchs de boxe. Bon, voilà. Parce que des matchs de boxe intéressants, il n'y en a pas tout le temps. Concernant le MMA, l'UFC, c'est sur RMC. Donc, voilà. Concernant le foot, il y a la Ligue 1 féminine. Il me semble la dernière la Ligue 1 féminine qui est sur DAZN. Et également la Pro A. Ok, d'accord. Et alors, si encore c'était l'Euroleague, je veux bien l'entendre. Mais c'est que la Pro A, malheureusement. Et la Ligue 1 féminine, bah, la majorité des gens, ne la regarde pas. Elle est également sur Canal+, hein, la Ligue 1. Non, je crois que c'est la Ligue des champions féminines qui est sur DAZN, parce que la Ligue 1, elle est en partie sur Canal. Je sais qu'elle est sur Canal. Et la D1 féminine, les gens s'en foutent un peu. Donc, pour 35 euros, c'est extrêmement faible. Donc, voilà, c'est une offre qui, pour moi, va faire pchit. Et surtout, le fait est que je ne la prendrai pas, c'est que accepter, en fait, de payer ça, pour moi, ça en revient aussi à légitimer leur train de vie. C'est-à-dire que ils ont le droit de faire n'importe quoi. Ils ont le droit de faire n'importe quoi, de faire en sorte que qu'au niveau des budgets, ils gèrent des clubs, des entreprises, donc 100% de leur revenu va dans les salaires. Ils font ça sur plusieurs années. Ils font n'importe quoi en termes de droits TV. Une entreprise vient, dit bon allez, il faut 50 euros il faut plus de 40 euros pour garder la Ligue 1. Et vous dites oui, ok, d'accord. Non, en fait, ça marche pas comme ça. J'ai beau aimer la Ligue 1, j'ai beau aimer suivre la Ligue 1, mais à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des triples cons. Et à un moment, quand vous faites n'importe quoi, faut que vous payiez. Alors oui, leur angle d'attaque, très cynique d'ailleurs au passage, est de dire oui, mais vous savez que si on a moins de revenus, on va devoir procéder à des licenciements. Ouais, oui, on est pleinement au courant, mais la question à se poser, et c'est triste, parce que des employés ne sont absolument pas responsables de ça, mais le problème est que parfois, pour vous sauver, on a utilisé de l'argent public, de l'argent des gens. Nous on suit le foot, mais moi je suis désolé, j'ai beau suivre le foot, j'ai pas envie que de l'argent qui aurait pu servir à, je sais pas, aider à faire en sorte que des hôpitaux soient sur de meilleure qualité, ou que des services publics soient de meilleure facture, servent à sauver un club qui se gère n'importe comment. Sur le coup, j'en ai, hormis l'État, hormis foot, si on parle dans la vie de tous les jours, qu'on paye des impôts, ok, mais que les impôts servent à quelque chose qui a une véritable utilité. Moi, qui est plus mon club de foot, je serais triste, mais je peux vivre. Si l'hôpital du coin il est en très mauvais état et qu'on n'utilise pas l'argent pour pouvoir le rénover, là c'est un problème pour moi et un problème pour potentiellement les gens qui peuvent y aller. Et là c'est beaucoup plus grave. Même si oui, j'entends bien le vecteur social du foot et tout, etc. Ouais, mais
entre faire en sorte qu'un hôpital ou un établissement public aille mieux et un club de foot, désolé, mais moi mon choix il est vite fait. Et je vais choisir l'élément public. Donc voilà. Et je parlais par rapport au pré-PGE notamment. Ouais, c'est le fait est d'accepter de payer ça, c'est pour moi légitimer aussi leur bêtise, enfin pas leur bêtise, leur incompétence, légitimer le fait que ils ont des trains de vie princiers, eux et la LFP, d'ailleurs, et qu'ils ont le droit de continuer à faire ce qu'ils font. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas à nous, consommateurs, pas à nous, citoyens, de trinquer alors qu'on n'est absolument pas responsable de leur incompétence. C'est pas nous qui demandons, c'est pas nous qui disons à Montpellier que les droits TV représentent plus de 60% de ton budget. Ce n'est pas nous qui faisons que pour plus de 25% des clubs de Ligue 1, leur revenu est égal, leurs revenus totaux sont égaux à la masse salariale du club. Dans quel monde la masse salariale d'un club peut être égale à ses revenus? Ça c'est pas possible. Dans un monde normal, un entrepreneur peut pas avoir ça, c'est pas possible. Et bien dans le foot, oui, et on dirait que tout le monde s'en fout. Bah non. À un moment, même si vous avez moins d'argent, je suis désolé, aux Pays-Bas ils ont moins d'argent, au Portugal ils ont moins d'argent, pourtant ils arrivent à vivre. Oui, ils vendent beaucoup de joueurs, d'accord, mais ils arrivent à vivre. Ils arrivent à vivre et ils arrivent à être performants. Performants, c'est ça. En Coupe d'Europe. Simple exemple, tout bête, hein. Et là, on n'est même pas dans les 5 grands championnats. C'est peut-être que la C4, mais l'Olympiakos a gagné la C4. L'Olympiakos, ça touche combien en droit TV? Tu vois? Donc. Il y a 3 mars un bouti. Ouais, voilà. On peut me parler de fiscalité, oui, la fiscalité est lourde en France, etc. Oui, les droits TV sont faibles en France, etc. Ouais, d'accord, mais en 2024, l'Olympiakos a gagné une C4. Francfort a gagné récemment une Ligue Europa. Villarreal a gagné une Ligue Europa. La FIO fait deux finales de Ligue Conférence. Et on va me dire quoi? Que les principaux clubs en France ne peuvent pas avoir ce type de résultat-là? Non. Que ces clubs-là, parce que ces clubs-là ont une masse salariale qui est 10 fois plus grande que les principaux clubs en Ligue 1. J'enlève le PSG parce qu'il n'a pas vocation à être présent en Europa League, mais le reste des équipes françaises. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses à tout va et comprendre que le problème, c'est nous. Quand je dis nous, c'est les clubs, hein, les clubs français. Que les problèmes viennent de nous et non pas des éléments extérieurs qui peuvent interférer. Parce que par exemple, quand on dit oui, le Covid a failli nous tuer, oui, d'accord, mais le Covid a touché tous les championnats. Et il n'y a que la France qui, jusqu'en 2024, utilise l'argument du Covid pour justifier leur méforme. Alors que non. Ben... Et avant le Covid, c'était quoi? C'était quoi? Enfin, voilà. Quand tu te rends compte qu'aujourd'hui, les droits TV sont inférieurs aux droits TV donnés entre 2005 et 2008, c'était 600 millions entre 2005 et 2008. Après, il y a un contexte particulier. Le contexte particulier, c'était que il fallait tuer TPS entre parenthèses, mais Canal+ a quand même bien surévalué la Ligue 1 à ce moment-là, parce que passer de 300 millions à 375 millions dans le précédent appel d'offres à 600 millions, je suis pas sûr que la Ligue 1 en termes de qualité, ça méritait quasiment x2 à ce moment-là, surtout qu'on était dans un moment où Lyon écrasait tout le monde en Ligue 1. Donc la Ligue 1 était pas faux folle, hein. C'était pas Jojo à ce moment-là, donc voilà. Parce que des justificatifs, oui, il n'y a plus Messi, Mbappé, Neymar, oui, mais le PSG écrase le championnat, ouais d'accord, mais en 2005, Lyon écrasait le championnat valait 600 millions. Aujourd'hui, t'as absolument rien, à part l'incompétence des dirigeants et la brune, parce que moi je mets les deux en même temps. C'est trop facile en fait de jeter la pierre que sur la brune, parce que il n'aurait pas eu l'aval, s'il n'avait pas eu l'aval des présidents de club, tout ça aussi ne se serait pas passé. Que ça concerne CVC, puisque maintenant aussi il faut parler de CVC, parce que maintenant que les droits sont attribués, il va falloir aussi parler de CVC, qui va prendre 20% cette année et 13% les années suivantes.
les saisons suivantes. Maintenant, parce que certains commentateurs, etc., disaient oui, mais pour l'instant, on n'a pas les droits TV, et donc CVC, ils n'ont pas d'argent là maintenant. C'est plus la Ligue 1 qui semble avoir enfumé CVC que le reste. Maintenant qu'il y a 500 millions, je parle volontairement pas des 150 millions, puisque c'est globalement que les clubs européens qui vont les toucher. Donc, c'est pas Toulouse, c'est pas Strasbourg qui va les toucher, donc voilà. Mais le club moyen de Ligue 1 va être, déjà, ils vont être amputés de 20%, 5% la taxe buffet, puis après les frais concernant le train de vie, la LFP, tout, etc. Ça va être super marrant de savoir combien ils vont toucher en droit TV, super marrant de savoir comment ils vont réussir à boucler leur budget sans vente, du coup, enfin boucler leur budget, parce que là, je pense qu'il y a certains clubs qui vont devoir faire extrêmement attention sur le fait de recruter, parce que moins de droits TV, voilà. Je pense qu'il y a peut-être certains clubs en Ligue 2 qui doivent être peut-être pas trop déçus de ne pas être montés, parce que je pense que entre ce qui risque de toucher en Ligue 1, notamment les derniers du classement et le haut du classement en Ligue 2 cette année, enfin l'année prochaine pour le coup, parce qu'on n'est pas encore en 2024-2025, je pense pas qu'aujourd'hui Bordeaux soit si dégoûté que ça. Bon, c'est vrai que la conjoncture actuelle concernant Bordeaux semble être positive, et Alexis, je te ferai la passe dans quelques instants, mais pour le coup, je pense à un club de Ligue 2 qui remonte cette année, financièrement, est-ce qu'il va véritablement gagner plus? Bonne question. Et c'est surtout pour le coup, enfin c'est justement, c'est très bien que tu parles de ça. Est-ce qu'on va pas être sur des rachats de clubs, soit par des trucs de multipropriété, ou par des actionnaires beaucoup plus riches que ce qu'ils ont actuellement. Je prends par exemple le club de Montpellier, mais qui vit pas au-dessus de ses moyens, qui est un club lambda, on va dire. Est-ce qu'ils n'auraient pas tendance à être rachetés, ce genre de club, comme Nantes? Est-ce qu'on va pas en arriver à avoir des trucs comme de la multipropriété, surtout? Ça, c'est vrai que c'est à voir, mais je pense que tu nous en diras quelques mots, puisque le rachat de Bordeaux avant, c'est la notion de multipropriété risque de revenir sur le champ. Mais ouais, je pense que oui, à terme, dans un futur très proche, va devoir y avoir des ouvertures de capital, des actionnaires minoritaires, parce que soit tu fais en sorte de vraiment développer et qu'il y ait beaucoup plus de revenus stables dans le temps, ou tu vas avoir de gros problèmes, parce que tu sais que les droits TV sur au moins, parce qu'il y a une clause de sortie je crois sur 2-3 ans, donc allez, sur au moins les 2 prochaines années, t'es bloqué, tu vas avoir que ça. Si t'es européen encore, ça va, avec la manne des compétitions européennes, tu vas t'en sortir globalement. T'es pas relativement perdant. Mais si t'es pas européen, etc., là tu vas avoir moins de sous. J'ai regardé récemment Zach Nani qui faisait une vidéo concernant les droits TV. Un Lorient aujourd'hui, enfin l'année dernière, a touché environ 30 millions en droits TV. 30 millions de droits TV. Aujourd'hui, avec dans une hypothèse positive, on va dire, où la répartition serait entre parenthèses plus juste, enfin globalement et équitable, le premier du classement serait autour des 30 millions. Et dans une répartition où vraiment on privilégierait les gros clubs, le champion serait à environ 35 millions de droits TV. Bon, tu pars du principe où le PSG va finir soit premier, soit deuxième, donc eux seront autour des 30 millions de droits TV. Mais bon, les droits TV ne représentent
Droit TV, du moins en France, ne représente pas l'unique. C'est pas que ça pèse, c'est beaucoup plus. Hein. Droit TV, grâce aux droits internationaux, etc. Mais tu t'imagines aujourd'hui qu'un club comme Lorient, ben, il touchait plus en droit TV l'année dernière que ce que risque de toucher le champion de Ligue 1, sans compter les droits internationaux, cette année dans une hypothèse haute. Même pas basse, hein, une hypothèse haute. Ce qui veut dire que ben, les équipes de milieu de tableau, elles vont trinquer clairement. Ça va être peut-être dû diviser par 2, ou peut-être par 3. Donc, et ça, il va falloir qu'ils, un, se serrent la ceinture, 2, ben, qu'ils réfléchissent enfin à savoir comment investir l'argent et ne plus le dépenser à tout va dans des salaires faramineux pour des joueurs moyens. Quand tu vois des masses salariales de certains clubs, enfin, tu peux pleurer quand tu vois à Nice le salaire d'un Lemina, d'un Nicolas Pepe, le salaire d'un Ross Barkley, d'un Kasper Schmeichel aujourd'hui. Ross Barkley, je me souvenais même plus de lui, tiens. Mais quand tu voyais ce qu'il gagnait à Nice, c'était aberrant. Et tu te dis, mais c'est pas possible en fait. J'entends bien que c'est peut-être le contexte est un peu plus compliqué en France, en termes d'imposition on est moins compétitif, etc. Oui, d'accord, ok. Mais tu donnes quasiment 6 millions à Pépé, 7 à 8 millions à Lemina. Enfin, tu donnes des salaires, tu donnes des salaires astronomiques parfois à des joueurs. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Enfin, à quoi joue-t-il? Est-ce que c'est véritablement sérieux? Et tu te dis, mais nous, nous, on va en gros laisser passer ça, même si on peut pas, on n'est pas des apprentis financiers, attention, mais à un moment donné, tu vois certaines masses salariales qui sont disponibles, hein, c'est pas des choses qui sont cachées, mais tu te dis, mais ah d'accord, donc quand tu vois que ton club 100% de leurs revenus, enfin la masse salariale est égale à 100% de leurs revenus, tu vois certains salaires, tu te dis, tu peux pas faire en sorte que ça passe de 100 à éventuellement 60% peut-être, c'est pas possible. Des économies, le fait est de scouter peut-être des joueurs que tu puisses avoir pour moins cher et donc les payer un peu moins que des joueurs qui ne valent pas les prix auxquels vous avez payé, ça c'est pas possible par contre. Ah ben non, c'est vrai que c'est du travail et que on a eu l'habitude que Canal+ joue les mécènes pendant des années et survende la Ligue 1, que beIN, lorsqu'ils avaient la Ligue 1, ben, soit aussi un bienfaiteur qui acceptait de perdre énormément d'argent. Mais la vie, c'est pas comme ça la vie en fait. Et ce qui est beau en fait, ce qui est beau, c'est relatif, mais parce que le destin fait toujours très bien les choses. Amazon, la prise de 80% de la Ligue 1 par Amazon. Amazon, ben, géré par Jeff Bezos, on va dire qu'il n'a pas de problème d'argent. Il n'y a pas spécialement de problème d'argent. Donc il y a eu la création d'Amazon Prime, donc Amazon Prime pour la Ligue 1. Ils ont récupéré pour environ 300 millions d'euros 80% de la Ligue 1. Et donc ils avaient autour de 1,5 à 1,7 millions en moyenne, 1,5 à 7 millions d'abonnés. Amazon Prime, une entreprise pétée de thunes, pour le dire, parce que c'est le cas, hein, si Jeff Bezos est l'une des plus grandes fortunes au monde, c'est pas pour rien. Une entreprise pétée de thunes ne rentrait pas dans ses frais, même avec 80% de la Ligue 1 à 300 millions d'euros. Ça montre bien, et pourtant l'offre elle était à 15 euros. Tu avais la réduction Amazon Prime. Amazon propose quand même des choses intéressantes, faisant quand même des choses intéressantes. Tu as Amazon également, tu as aussi le catalogue Amazon Prime Vidéo, Amazon Prime concernant la musique aussi également, tout ça était inclus. Tu avais aussi la possibilité d'avoir Wimbledon, Roland Garros, pardon. Roland Garros et d'autres choses aussi également. Et pourtant, c'est 1,5 à 1,7 millions. Et surtout, je trouvais que c'était super intéressant. Parfois, c'était assez carré, je trouvais, à Amazon Prime. Très belle, assez bien diffusé.
Pourtant, c'est 1,5 à 7 millions de téléspectateurs. Pourtant, c'était qu'à 15-17 euros. C'est pour le coup, c'est pour moi vraiment l'élément montrant que le public voulant, acceptant de payer pour avoir de la Ligue 1, il n'est pas si élevé que ça. Et que même une offre à 15 euros accessible, ça n'a pas un franc succès. Et surtout, même là, Amazon n'arrive pas à rentrer dans ses frais. Et ils ne se sont même pas proposés pour reprendre la Ligue 1. Là. Ça, pour moi, ça veut déjà tout dire. Et croire, parce que pour le coup, eux, je suis sûr qu'ils y croient. Croire qu'une chaîne à 35 euros, en plus de Bein, mais bon, Bein, c'est autre chose. Qu'une chaîne à 35 euros, ça a marché. Alors qu'Amazon, avec tout l'argent qu'a Amazon, s'ils veulent perdre des millions, ils peuvent perdre des millions. Mais je pense que c'est pas trop le but aussi. Mais ils ont la capacité, la surface financière pour pouvoir perdre de l'argent. Ils ont les reins solides. Enfin, on sait qu'ils ont carrément pas de problème d'argent. Contrairement à Dazen qui, eux, perdent des millions. Mais ça, c'est autre chose. Ils se sont retirés. Ils se sont dit, non, on peut pas. Non. Ouais, mais à 15, c'est pas bon. À 35, ce sera aussi pas bon. Enfin, à moins qu'ils pensent à l'envers, que 15, c'était peut-être pas assez. C'est pour ça que ça n'a pas plu. Mais 15, je pense que oui, ça va être super. Et donc là, les gens vont se dire, ah oui, mais on avait ça pour 2 fois moins cher avant. On sait pas, très peu de gens se sont abonnés. Bon, pour 2 fois plus cher, là oui, on va faire le choix de le faire. Ouais, ce raisonnement par l'absurde se comprend, mais ça va pas marcher. Et on va faire les comptes dans peut-être 2-3 ans. Maximum, je suis pas. Enfin, est-ce que Dazen va rester les 5 ans? Je ne sais pas. De toute façon, il y a une clause de sortie au bout de 2-3 saisons. Je pense que si véritablement le prix des 30-35 euros est validé, et ce qui semble être le cas, puisque dans les autres championnats, notamment en Italie, il me semble que c'est ce prix-là pour garder la Serie A. C'est bien à trentaine d'euros. Ça va faire grincer des dents et que ça va être drôle en tout cas, ça va être drôle et bon courage, et ceux qui achètent Dazen, c'est très bien, c'est un choix, c'est respectable, c'est le choix de le faire. Moi personnellement, je préfère pas alimenter un système qui ne veut pas se remettre en question, qui préfère faire tout et n'importe quoi et derrière appeler à l'aide à tout va lorsque le retour de bâton totalement logique se fait voir. Donc pour moi perso, ce sera non pour Dazen. Et oui pour Bein, bien sûr. Bein donc. Voilà pour ma part concernant les droits TV. Donc, si Jeff, non, je pense que personnellement, je pense qu'on a fait le tour. Que voilà, moi, je vais vraiment dire juste une petite phrase, c'est que non, ce prix-là, il est aberrant pour le consommateur moyen, on va dire. Non, je suis désolé, c'est beaucoup trop cher. Non, hors de question de mettre aussi cher pour la Ligue 1. Enfin, non, jamais de la vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Alexis? Non, mais moi j'avais déjà donné mon avis sur ça, donc non, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Oh, merci. Oui, mon cher Cyrus. Non, j'allais dire que Hormus là, je pense que on a fait le tour, étant donné que là maintenant on va pouvoir, hormis les tours préliminaires des compétitions européennes, mais globalement là et les JO, de foot, globalement le championnat,
compétitions de très grande envergure sont terminées. On va avoir droit à des matchs amicaux, à tout va. Bon, des vacances bien méritées pour ceux qui ont eu un long parcours durant cet Euro. Et également, voilà, des matchs amicaux. Et le retour des championnats début août. Oui, courant août, Courant août. selon le championnat. C'est cela, exactement. Donc, Mec, et pour les auditeurs aussi, il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter bonne soirée, à vous souhaiter bonne soirée, d'essayer de trouver du football là où il y en a, étant donné que la saison est officiellement terminée. Comme l'a dit Cyrus, regardez les matchs de préparation, les matchs amicaux, suivre le mercato, regarder d'anciens matchs aussi. aussi. Je pense que c'est aussi des choses qui sont intéressantes de se replonger dans les souvenirs, ne serait-ce que de cette saison, les matchs marquants de cette saison, que ce soit avec nos sélections, avec nos clubs respectifs. Et puis, comme dit, on va mettre le cap sur le mois d'août. Sur le mois d'août, et puis les premiers frictions européens, et puis après on passera sur la reprise des championnats. Parce que, comme disait Zizou, c'est la reprise. Exactement, c'est ça. Donc sur ce, n'oubliez pas de consommer du football, de regarder du football, de lire du football, d'écouter du football. Et pour revenir sur ce qu'on a parlé un petit peu ce soir, n'oubliez pas que ce n'est que du football. Exactement. C'est un loisir, ça doit rester plaisant. Effectivement, c'est ça, un loisir qu'on aime, mais un loisir avant tout. Sur ce, Allez, bonne soirée bonne soirée à tous. et bonne journée à ceux Bonne qui soirée nous à tous. écoutent dans la journée. Salut. Ciao les mecs. Salut.